Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image, toujours une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Guy Ménard à l'animation, accompagné d'Antoine. Bon matin. Ah, c'est vrai, on t'a enlevé ton micro, Antoine. Bon matin de moi. Merci, Antoine. L'émission d'aujourd'hui va être consacrée entièrement au 54e Festival du Nouveau Cinéma qui a débuté dernièrement le 8 octobre et qui se poursuit jusqu'au 19 octobre. Nous allons rencontrer Julien Illy afin de parler de son très beau film. Également Yann Giroux, où on rend hommage à Yann d'une certaine façon parce qu'il y a un Q&A sur ses courts-métrages, également son dernier long-métrage. Et nous ouvrons l'émission avec un des grands représentants, je dirais peut-être un des plus anciens dans la nouvelle équipe. Je pense que c'est celui qui a le plus d'expérience, Julien Bonfred, si on le voit de cette façon-là. Alors, il y a une personne qui s'occupe des copies, du transport des copies, Jean-Michel O'Reilly, qui est quand même... voilà, et qui est là depuis plus longtemps que moi. Mais oui. Mais après, au niveau de la programmation, t'es le doyen. C'est vrai. J'ai toujours été le plus jeune jusqu'à ce que tout le monde parte et je suis devenu le plus vieux, mais instantanément, du jour au lendemain. Et Julien, depuis les débuts, ce qui t'intéresse, c'est la programmation d'une section qui s'appelle Temps Zéro. Pour les gens qui connaissent le festival, ils connaissent un peu la section, mais pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est quoi Temps Zéro? C'est l'éternelle question, toujours très difficile. J'ai pas le droit de dire que c'est un festival dans le festival. Et on a non, bien mais c'est un peu ça. C'est ça, et on a bien raison de me le dire parce que ça fait partie du festival. C'est vraiment des films qui se doivent d'être là, qui sont aussi bien que tous les autres, mais qui ne seraient peut-être pas s'il y avait une volonté d'amener ce type de cinéma-là, qui est donc un cinéma un peu... C'est un peu des cinéastes qui font les choses un peu différemment, on va dire. Différemment, ça ne veut pas dire underground, ça ne veut pas dire expérimental. Cinématographiques. Exactement, qui sont souvent assez commerciales, en fait, qui rejoignent très bien un public. Il y a une interaction avec le public, donc oui, il y aura pas mal de films qui de genre, horreur, comédie, toutes sortes de genres, c'est ça. Mais il peut y avoir autre chose, évidemment. C'est ces choses qui, tout d'un coup, en fait, sont un peu casse-gueule, mais en même temps... Mais tu vois, quand tu dis rejoindre un public, je pense entre autres à Lunatique de Luna Vachon Story. Ouais. C'est un documentaire, c'est l'histoire de la famille des Vachons, vu sur un autre angle, mais n'importe qui, je veux dire, qui s'intéresse aux humains, qui s'intéressent à l'humanité, qui s'intéressent à des parcours un peu difficiles, va se reconnaître à travers ça. Puis bien sûr, il y a une critique aussi de la lutte derrière les propos, mais tu as raison de mentionner que c'est... Parce que parfois, on a l'impression que c'est une section qui peut être un peu aride, pour différentes raisons, peut-être par son passé, mais qui me semble beaucoup moins. non, mais pas du tout. En fait, il y a vraiment... la section cherche un plaisir de spectateur. Okay. C'est vraiment... c'est ça. Et aussi de s'extraire des entonnoirs habituels, des films qui viennent de grands festivals et qui ensuite font tous les mêmes tours de festival et tout ça. Donc, il y a beaucoup de premières. Il y a beaucoup de personnes qui sont très connues dans le milieu du cinéma, mais qui ne sont pas dans ces entonnoirs un peu officiels de la culture. Mais c'est comme ça que beaucoup de cinéastes, maintenant très reconnus, ont commencé aussi. Je veux dire, faut pas se leurrer. Moi, tout le cinéma avec lequel j'ai grandi, qui est maintenant un cinéma que tout le monde... Enfin, depuis longtemps, et tout le monde est dessus, ça a commencé justement dans ces zones-là avec des gens qui les découvraient en disant « Waouh, c'est vachement bien !» Et puis c'est aussi bien que... C'est comme si je parle de films érotiques japonais, par exemple, de la Nikatsu, je sais que j'avais fait un hommage il y a quelques années, mais c'est vrai que je disais voilà, c'est un film érotique japonais, mais c'est aussi bien que n'importe quel film d'Antonioni. Et puis c'est sincère quand je le dis, puis c'est du très grand cinéma, c'est juste que... Mais ce qui est intéressant dans cette section, c'est que, entre guillemets, les films sont signés de toi. Tu les choisis, tu les aimes, tu partages cet amour-là avec les spectateurs lorsque tu présentes les films. Et pour moi, ça, c'est ça, un festival. Oui. C'est qu'il y a un programmateur qui assume totalement ses choix. Parfois, on peut être en accord, parfois, on peut être en désaccord, mais on est confronté
à des propositions qui peuvent être bouleversantes, dérangeantes. Je pense entre autres là, au film Incomplete Share de Kenichi Ugana. Tout à fait, oui. Ça peut être déstabilisant. Ah oui, tout à fait. Ah oui, bah c'est ça. Quand je parle de plaisir de spectateur, c'est pas forcément un plaisir, c'est pas toujours plaisir de divertissement, mais par contre, on aime être bousculé aussi, à partir du moment où on sait quel film c'est. Voilà, moi j'ai toujours adoré être confronté à des choses qui me mettaient à terre aussi. Ne serait-ce que pour pouvoir réfléchir mieux sur des choses. Souvent, ça fait ça. Hein, quand on rentre dedans, on réfléchit plus. C'est un peu ça, mais il y a d'autres manières de faire réfléchir. Je veux dire, moi, ce que je cherche, c'est quelque chose où je me dis, oh ouais, tiens, voilà une bonne surprise. Voilà un film que j'attendais pas. Voilà un film qui est difficile à faire, qui a aucune raison de fonctionner et qui fonctionne. C'est les films les plus difficiles à faire en fait, parce que des films d'auteurs très sérieux qui sont dans plein de festivals, il y en a des très très bien. Comme partout, mais il n'y a pas que ça. Il y a de très bons films d'auteurs qui s'adressent à un large public aussi. Souvent ces films-là, moi quand j'ai commencé au Festival du Nouveau Cinéma justement, tous ces films-là étaient pas dans les grands festivals, étaient pas distribués, mais en même temps, et au Festival du Nouveau Cinéma, les gens venaient pas forcément. Instinctivement, mais je le savais et tout le monde le savait qu'à un moment donné ça allait être découvert, parce que à partir du moment où on les amène dans une salle, on sait que les spectateurs vont les aimer, et à partir du moment où les spectateurs les aiment, ils reviennent. Donc la section est un peu aussi basée sur ce truc d'essayer d'aider des films qui ont besoin d'aide et qui vont avoir du succès après, c'est sûr. C'est drôle, hein? J'entendais à travers tes propos le nom de Quentin Dupieux. Oui. On revenait en tête. Hein? C'est comme un habitué. Mais totalement. Effectivement, au début, je veux dire, c'est un peu surprenant. Au départ, Quentin Dupieux, il vient de la marge, ça c'est clair, et il fait des films exactement pas comme les autres. C'est exactement ça. Et petit à petit, on le découvre, il y a un bouche à oreille, ça vient d'en bas, les spectateurs le voient. Et donc, c'est ça, c'est... Moi, je compare beaucoup cette section ou ce type de cinéma avec RS, parce qu'il y a beaucoup de nationalités et il y a beaucoup de choses qui se passent un peu partout. Mais un peu au grunge, par exemple, à l'époque. Ces choses qui viennent... qui ne sont pas contrôlées par des gros studios et ils ne le voient pas venir, en fait. Donc c'est ça. Moi, oui, je me souviens aussi, la première année où j'étais engagé au FNC, on m'avait envoyé à Cannes, justement, avec le directeur du festival à ce moment-là. Puis il y avait le directeur de la quinzaine des réalisateurs qui avait été lui parler et qui avait dit « Ah, c'est intéressant, maintenant tous les réalisateurs que Julien Faufred avait fait découvrir à Fantasia sont tous maintenant dans les grandes sections de Cannes. » Et c'était vrai. C'est voilà, il faut les découvrir, voilà. Et quand on vient à Dupieux, l'accident de piano, lorsqu'on parlait de films fragiles, c'est un bel exemple. Parce que, je veux dire, ça aurait pu tomber, je veux dire, dans le néant total, mais il y a une force. Il y a une force parce qu'il y a un regard, bien sûr, sur la société, derrière tout ça. Il y a une critique des médias sociaux, de la commercialisation des médias sociaux. Et là, on déborde finalement... le film pour aussi, je veux dire, questionner notre rapport qu'on a au monde. Bah c'est ça, ce monde décrit est pas très beau. Non. Et les gens en souffrent. Hein. Et très vrai. C'est le miroir dans lequel tout le monde se voit quelque part. Il y a un point d'entrée pour n'importe qui pour se placer là-dedans, et c'est vrai que ça sent la déprime, ce monde. Par contre, on peut jouer avec, on pourrait le faire de plein de manières, ce film-là, mais sous l'angle de la comédie, qui devient littéralement une vraie tragédie, même si elle est encore quelque part comique, mais elle est très très dure quand même. Voilà, c'est ça, et ça c'est casse-gueule. Ça, c'est pas facile à faire en fait. Sous l'angle d'un vrai drame existentiel, tout ça, on en a vu plein des trucs comme ça, pas forcément sur des sujets comme les réseaux sociaux, mais d'autres. Mais par contre, essayer de jouer avec un public, d'être commercial, d'être populaire, tout en ayant les sujets de réflexion et rentrer dans le spectateur, voilà. Et ben voilà, c'est ça qui est bien aussi. Mais tous ces films-là, justement, ils ont ce truc aussi où quand on fait, ça se voit, et puis c'est ça que j'aime, quand on fait un film, on pense au spectateur qui va le regarder. Donc il y a une sorte d'interaction. Donc c'est ça. J'ai pas pu voir tous les films de la section, j'en ai vu quand même quelques-uns. Mais tu le mentionnais dès le départ, c'est que
tu as un rôle un peu d'éclaireur, hein, de chercher des pépites qui, dans quelques années, vont faire que la montagne va être visible pour l'ensemble des cinéphiles. Dans ta section, quelles sont ces petites pépites cachées là, qu'on dit, tiens, moins méconnues, et que là, il y a quelque chose. Il y a une aventure cinématographique qui laisse croire que cette personne a énormément de talent, puis qu'elle va poursuivre sa carrière. Oui, il y en a plus. Pas mal, mais par contre, il y a quand même des choses qui sont littéralement incontournables, à mon avis, pour découvrir des choses. Alors là, je mettrais en... Et en plus, ça va être des gros moments de festival, parce que c'est ça un festival, c'est pour rencontrer des gens, pour voir des invités, pour avoir un happening. C'est une projection expérience, c'est ça. Oui. Donc là, il y aura le film japonais Mag Mag, M-A-G, espace M-A-G, qui est un film d'horreur qui, en fait, petit à petit, on se dit, mais qu'est-ce que je regarde? Ça a l'air quand même assez drôle, même si ça n'a pas l'air de l'être. C'est un peu comme Quentin Dupieux, justement. Ouais. C'est ce genre de choses. C'est ces films où on ne sait plus comment le regarder, on ne sait plus ce que c'est. Et donc, c'est un premier long métrage. C'est la première production aussi d'une compagnie de production, d'une toute nouvelle compagnie de production japonaise, qui est la compagnie de production de Koreeda Takashi Miike et Shunji Iwai. Okay. Donc voilà, c'est ça, c'est pas rien. Exactement. Et la réalisatrice est une gigantesque, mais alors vraiment énorme là. Tout le monde la connaît au Japon, ça c'est sûr, et je crois en Asie aussi. Donc à chaque fois je parle, ici personne ne la connaît. Et moi je la connaissais pas il y a quelques mois. Hein. Donc on m'a approché en me disant tiens regarde ça, c'est vachement bien, ça rappelle tel réalisateur. Et j'ai trouvé ça mais une vraie surprise, une vraie claque cinématographique. Je veux dire, moi j'en vois des films d'horreur, j'en cherche. Ça a tendance à m'ennuyer beaucoup parce que ça, un peu répétitif. Voilà, on en a vu beaucoup. Les grandes choses ont été faites et puis voilà, c'est un peu toujours la même chose. Là il y avait ce truc, c'est quand même ah oui, là ça c'est bien. Là c'est une nouvelle voix. Donc ça c'est sûr. Et elle sera là. Ah ouais. Et ça c'est gros. On rappelle que c'est présenté lundi, hein, le 13 et mardi le 14 au quartier latin. Voilà. Hein. Et après le gros truc c'est donc Lunatic. Ouais. Parce qu'en plus, Lunatic est un film Vous faites un gros spectacle. Ah oui, c'est Lunatic. ça. Mais moi, j'ai pleuré à la fin de Lunatic. Alors, j'en ai passé plusieurs des films de lutte dans le passé. J'y connais littéralement rien à la lutte. Hein, mais par contre, j'adore cet univers en matière de narration de personnages et tout ça. Et donc, j'ai vu ce film-là. Je ne connaissais rien à cette personne. Mais quelle aventure, quelle histoire. C'est celle qui a tout bousculé pour les femmes dans ce milieu-là. Je veux dire... c'est une fille de Montréal, il y a toute une histoire de Montréal. Là, ça commence ici avec la famille Vachon, c'est magnifique. Moi, je connaissais pas tout ça en fait. Il y avait un documentaire, hein, il y en a eu, oui, qui s'intéressait à Paul Vachon. Exactement. Où on parlait un peu de Luna, mais on n'abordait pas son parcours. C'est ça, mais c'est un peu la suite. Hein, ah ouais, et puis c'est toute une histoire, ça. Il faut la connaître cette histoire. Ça appartient à la culture du Québec. Puis on parlait de l'histoire tragique. Et voilà, enfin, on est en plein dans ces histoires de fictivisation de partout et tout ça, et pour des bonnes raisons, moi, souvent. Mais là, c'est une personne qui en a littéralement pris plein la gueule. Là, je veux dire, dans ce qu'elle faisait, le sport qu'elle faisait, et en dehors du ring aussi. Donc c'est ça, c'était un milieu assez intense. Non, puis Luna Vachon est morte. Oui. Mais Kate Krall, la réalisatrice, réussit, je veux dire, à la faire vivre. Et elle a à travers, non pas le personnage, je dirais, de la lutte, mais à travers l'âme. Elle l'humanise. C'est ça, c'est vraiment un film qui prend aux tripes et touche au cœur, quoi. C'est littéralement ça. Donc, ça c'est c'est impossible de ne pas sortir de cette séance en se disant waouh, c'était vachement bien. Et donc en plus de ça, on a une discussion sur le sujet avec Lufisto, qui est une très grande lutteuse québécoise, pareil, que je ne connaissais pas vraiment, c'est ça. Mais bon, clairement, elle est très très connue. Donc elle sera là pour parler des femmes dans le milieu de la lutte et tout ça, avec Kate Krall, la réalisatrice. Mais Sophie Barry Godet qui avait fait un truc aussi tout à fait. autour de ça. Absolument, je ne l'ai pas vu, mais ça devait être super aussi.
Puis il nous reste quelques minutes. Un dernier? Un dernier, ça Ouais. c'est sur Ah. c'est Bézanville. Bézanville, c'est le, Hein? le plaisir spectateur pour moi. C'est la bouffée d'air frais du cinéma actuellement. C'est une comédie. Voilà, tout ce qu'il y a de plus frais et très intelligent. Pour moi, il y a du Pierre Etex là-dedans. C'est magnifique. Et alors, il y a 3 invités qui viennent. Il y a le réalisateur et acteur principal, Martin Jova. Il y a l'acteur Sébastien Chassagne, qui est aussi chez Dupieux et plein d'autres films. Et il y a l'actrice Mao Adam. Donc là, sur scène, avec public et moi au milieu, je pense que ça devrait être très rigolo. Non, puis c'est assez intéressant parce que derrière cette comédie, il y a aussi un regard sur la société française. Hein? Ouais. On sent la solitude. Oui, c'est rigolo, mais on sent une solitude énorme à travers ces personnages-là. C'est admirablement bien intégré, le Bézanville. Parce que ça nous surprend. On s'en va pas totalement dans cette direction-là. Et tout d'un coup, le film, change de tonalité et nous amène ailleurs. Et c'est peut-être finalement ta carte de visite, si on veut résumer Temps Zéro. C'est des films qui jouent avec énormément de tonalité et qui arrivent à surprendre le spectateur. C'est exactement ça. Puis vraiment, un plaisir de spectateur. À la fin, on se dit, ah ouais, c'était cool. Voilà, c'est ça l'idée. C'est cool et intelligent et formellement super. Et ça a l'air d'être facile comme ça, mais c'est des films pas faciles à réussir. Loin d'être c'est ça, donc c'est des vrais auteurs. Et donc voilà, puis quoi qu'il arrive, il n'y a pas de film pour rien. Je veux dire, c'est des vraies réflexions sur l'humanité actuellement. Donc voilà. Merci beaucoup, Julien. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, bien sûr, on invite les gens à aller fréquenter la section Temps Zéro parce que tu es toujours sur place. Ah oui, puis on est sympa, puis on est tous ensemble, là. On est tous ensemble dans la salle. Oui, puis il commence à avoir une certaine communauté. Totalement. De Temps Zéro. Avec les invités aussi, ils collaborent entre eux, là, puis ils viennent tous. Alors là, 90% des invités de Temps Zéro, et ils sont beaucoup, payent tous leur billet d'avion pour venir. Alors, ils aiment le public montréalais aussi, avant tout, quand même. Bon, on voulait quand même te lancer une petite fleur en terminant. Merci beaucoup, Julien Fonfrède, responsable de la programmation de Temps Zéro de cette 54e édition du Festival du Nouveau Cinéma.